Ou plutôt bonsoir et bienvenue à cette deuxième séance du cours de Thomas Barnet. J'espère que vous êtes confortablement installés. Ce n'est pas pratique, évidemment. Nous aurions préféré organiser cette chaire en présentiel, mais bon, voilà, les circonstances nous obligent à fonctionner comme cela. Bon, mais avant de passer la parole à Thomas pour cette deuxième séance qui va porter sur les effets de la santé sur les trajectoires, la trajectoire professionnelle, deux, trois petites choses. Tout d'abord, vos questions sont bienvenues tout au long de cette séance. On trouvera des moments pour dire ces questions à Thomas Barnet, soit en cours de présentation, soit au bout de sa présentation. Vous ne pouvez pas prendre la parole directement, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous étiez là hier, vous avez bien réalisé que nous les répercutons auprès de Thomas Barnet. Alors, peut-être encore une ou l'autre information. Pour les étudiants qui ont le cours enjeux économiques et sociaux contemporains, qui fait partie de l'unité d'enseignement d'économie politique, il y a des pages sur l'université virtuelle qui sont consacrées à ce cours. Et là, vous allez trouver toutes les informations utiles, c'est-à-dire les PowerPoint qui sont présentés, et ainsi qu'un lien vers les enregistrements du cours, parce que ces séances sont enregistrées. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ce cours, vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur le site web de la faculté, donc FISOC, où il y a des pages consacrées à cette chaire. Donc voilà, toute la documentation est à votre disposition. Bien, nous sommes partis pour une deuxième séance. Elle se terminera au plus tard à 8 heures. Il y aura bien sûr des moments pour un échange avec Thomas Barnet, mais je lui cède directement la parole pour qu'il nous fasse sa présentation. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci à nouveau aux organisateurs de cette invitation. Donc, nous sommes ensemble pour la seconde séance qui vise à essayer de comprendre le lien santé-trajectoire professionnelle. Donc, on va explorer aujourd'hui cette première relation causale de la santé vers la trajectoire professionnelle. Et demain, on fera l'inverse. On regardera les effets des statuts d'occupation sur la santé. Alors, le plan de cette leçon est assez classique. On va commencer par une petite introduction et puis je vais me concentrer sur des événements de santé particuliers sur lesquels j'ai été amené à travailler, sauf le dernier, c'est-à-dire la survenue d'un cancer, la survenue d'un handicap et les problèmes de santé mentale. Donc systématiquement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous donner des éléments un petit peu généraux de littérature, notamment internationale, et puis illustrer cette thématique avec des travaux que j'ai réalisés avec des co-auteurs. Donc effectivement, comme ça vous a été dit par votre professeur, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de cette intervention. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu hier. L'état de santé pour un économiste, c'est un capital santé dont nous sommes tous dotés à la naissance et qu'il faut évidemment préserver, dans lequel il faut investir en faisant par exemple un petit peu d'exercice, en ayant une alimentation équilibrée et plus globalement, c'est une composante de ce qu'on appelle le capital humain. Ce capital humain, il nous vient d'un auteur Becker en 1964 qui va nous dire en fait que à côté du capital physique et du travail, on a une autre composante importante qui explique la croissance économique et c'est le capital humain. C'est cette dimension un petit peu qualitative, un petit peu humaine, derrière laquelle se cache l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à l'eau potable et puis également l'état de santé. Donc en fait, le capital santé est une partie du capital humain. Ainsi, tout problème de santé, évidemment, on l'a déjà précisé hier, tend à réduire ce qu'on appelle la productivité du salarié. Pourquoi? Parce que, il va y avoir des coûts qui vont être matérialisés, par exemple, par des arrêts de travail. Et puis, du côté de l'entreprise, si ces problèmes de santé,
conduisent à des arrêts fréquents, eh bien, il y a aussi des coûts de gestion, voire de formation, pour évidemment être en capacité de substituer la tâche que vous ne pouvez plus réaliser, ou bien plus réaliser de manière optimale, et pour permettre à quelqu'un d'autre de réaliser vos tâches. Donc, ça fait des coûts de gestion et de formation pour l'entreprise, et finalement, des pertes de productivité et potentiellement de compétitivité pour l'entreprise qui embauche une personne en mauvaise santé. A contrario, on a de plus en plus de phénomènes de présentéisme. Le présentéisme, c'est le fait de rester au travail alors que son état de santé suggère plutôt de s'arrêter pour aller sur le marché des soins, pour se faire soigner. Ces phénomènes sont répandus, sont notamment répandus parmi les populations les plus précaires, les plus fragiles par rapport à leur contrat de travail. Et donc, ça peut être aussi une variable qui va être liée au niveau de chômage, par exemple. Si on a peur de perdre son emploi, eh bien, on va avoir tendance à plutôt rester en activité alors qu'on est malade. Évidemment, ce présentéisme va directement affecter votre productivité horaire, mais également peut entraîner des complications sanitaires pour votre état de santé plus importantes. Alors, dans la littérature économique internationale, on a un très large consensus sur l'impact de la santé sur ce qu'on appelle l'offre de travail. L'offre de travail en économie, c'est simplement la force de travail qu'on propose à un employeur. Et donc, l'offre de travail, c'est celle qui est fournie par les salariés, alors que la demande de travail, c'est celle qui est proposée par les entreprises. Ce qu'on a observé très clairement dans la littérature économique, c'est qu'une santé dégradée diminuer l'offre de travail, pour le dire autrement, diminuer la probabilité d'être en emploi, notamment chez les plus de 50 ans. Donc à partir de 50 ans, on a une forme de sélection des travailleurs par rapport à leur santé. On a un effet qui est très prononcé. Naturellement, plus l'événement de santé, plus l'atteinte à la santé est forte et grave, plus les effets pénalisants sur le parcours professionnel sont importants et sont durables. Une autre caractéristique qui apparaît très clairement également dans cette littérature-là, c'est que l'âge de survenue du problème de santé, on y reviendra, apparaît également comme une variable clé. En début de carrière, les conséquences peuvent évidemment influencer l'intégralité de la trajectoire. Hier, je vous avais sensibilisé à ces dynamiques temporelles, dans une approche un petit peu diachronique, à ces dynamiques temporelles de long terme, au fait notamment que des événements dans l'enfance peuvent avoir des répercussions à l'âge adulte sur la santé des individus, mais également sur les trajectoires professionnelles. Ces événements dans l'enfance, les événements survenant en tout début de carrière professionnelle vont aussi avoir des impacts sur la manière dont on va passer de l'emploi à la retraite. Et ça peut même avoir des répercussions sur la santé à l'âge de la retraite. En fin de carrière, évidemment, les difficultés de reclassement, on l'avait un petit peu évoqué hier, et d'adaptation rendent le maintien en emploi plus difficile également. Ça, c'est évidemment attesté dans la littérature économique, en tenant compte de tous les autres paramètres. On est très attaché dans nos études économiques à essayer d'avoir des analyses qu'on appelle des analyses toutes choses égales par ailleurs, où on essaye de corriger de tout un tas de variables qui peuvent intervenir sur l'emploi. En France, les premiers travaux qui identifient une relation de causalité entre la santé et l'emploi, qui ont été réalisés au début des années 2000, montrent l'existence d'un effet causal négatif, des problèmes de santé chronique ou d'un mauvais état de santé perçu sur la participation au marché du travail chez les 25-55 ans. En revanche, l'effet inverse, dans cette première étude de Tessier et Wolf, n'est pas démontré, l'effet inverse étant l'effet de l'activité professionnelle sur l'état de santé. Naturellement, je l'ai indiqué hier et on reviendra demain sur cet aspect-là, l'activité professionnelle peut jouer un rôle positif, mais parfois négatif sur l'état de santé. Majoritairement, il est plutôt positif. Une autre étude de Juzo et al. 2006 montre que les personnes qui se déclarent en mauvaise santé perçue ont un risque de sortie de l'emploi 2 fois plus élevé que celles qui se déclarent en bonne santé. Donc, l'état de santé joue un rôle absolument clé. Donc, on est là dans les facteurs qui sont des facteurs non monétaires, joue un rôle absolument crucial dans la trajectoire professionnelle des individus. Et depuis ces premiers travaux, de
nombreux autres se sont attachés à étudier l'effet de problèmes de santé particuliers sur l'emploi. C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir. Alors, je ne vais pas entrer dans des aspects économétriques, évidemment, parce que je cherche là à vous produire un savoir qui est un petit peu générique et vulgarisé. Je veux simplement tout de même vous sensibiliser à une question méthodologique qui est très très forte en économétrie. L'économétrie, c'est de la statistique avancée. Donc c'est aussi ce type de méthode qu'on met en évidence en épidémiologie, en santé publique. On essaye d'avoir un effet causal. Qu'est-ce que c'est qu'un effet causal? On essaie en réalité de mesurer l'effet propre de l'événement de santé sur la trajectoire professionnelle, toutes choses égales par ailleurs. On essaie donc de s'assurer que la dégradation de la trajectoire professionnelle qu'on observe est effectivement attribuable à cet événement de santé. Donc c'est un exercice qui est très compliqué, qui requiert des données extrêmement riches et, dans le meilleur des cas, des données de panel, c'est-à-dire des suivis de cohortes. On est capable de suivre des individus dans le temps pour renseigner les différents événements, la chronologie des différents événements, la trajectoire d'emploi, la trajectoire de santé, mais aussi tout un tas d'autres paramètres, tels que la trajectoire familiale, par exemple, qui peut évidemment jouer un rôle également sur la santé, mais également sur les choix professionnels. Compte tenu de toutes ces difficultés, là, j'ai essayé de serrer 3 éléments. Tout d'abord, s'affranchir de la causalité inverse. Alors derrière ce terme un petit peu barbare, c'est simplement l'idée que si la santé joue un rôle sur l'emploi, l'emploi joue également un rôle sur la santé. Donc il faut essayer de s'affranchir de cette causalité inverse. Si on observe que le handicap accroît la sortie du marché du travail, il faut tenir compte de l'effet du statut d'occupation sur la survenue du handicap. Il faut également s'assurer que les personnes qui sont handicapées ne se trouvent pas dans des métiers qui sont déjà fragiles en eux-mêmes et qui peuvent conduire à une dégradation de la trajectoire professionnelle qui n'est pas liée forcément au handicap en soi, mais au type de métier ou au type de contrat de travail occupé par des personnes handicapées. C'est le premier challenge, le premier défi. Le deuxième défi, dont on entend beaucoup parler en santé publique évidemment, c'est la nécessité de trouver ce qu'on appelle en statistique un contrefactuel, ce qu'on appelle plus communément une population de contrôle ou un groupe témoin, ou encore une population jumelle. Qu'est-ce que c'est que cette population jumelle? Reprenons l'exemple de notre population handicapée. Je dois regarder la trajectoire professionnelle d'une population qui, à un moment donné, va souffrir d'un handicap, et je dois là comparer cette trajectoire à une population qui lui ressemble en tout point, à la différence près qu'elle n'aura pas subi ce handicap. Et l'idée, c'est de comparer les trajectoires de ces 2 populations par différence. En fait, je vais comparer le taux d'emploi de mes personnes qui vont devenir handicapées entre avant-après la survenue du handicap, et je vais regarder une population qui lui ressemble sur une même période et regarder pareil l'évolution du taux d'emploi de cette population qui ne va pas souffrir d'un handicap. Vous allez trouver dans mes diapositives le terme de double différence. La double différence renvoie exactement à ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la différence des différences de trajectoire entre la population qui va souffrir d'un problème de santé et une population qui lui ressemble le plus possible et qui ne va pas souffrir de ce problème de santé. Autre élément évidemment compliqué à prendre en compte, et fort heureusement on n'arrive pas parfaitement à prendre en compte ces facteurs-là, c'est les facteurs de confusion, c'est-à-dire les variables qu'on ne peut pas approcher avec nos données et qui pourraient pourtant jouer un rôle sur la santé, mais également sur la trajectoire professionnelle. Les traits de caractère, des événements survenus dans l'enfance, des événements impactant la vie personnelle, mais qu'on n'est pas en capacité de mesurer. Donc voilà, ces différents effets-là, on a des méthodes économétriques pour tenter de les prendre en compte. Et donc, tous les travaux que je vous montre là s'appuient sur ces techniques économétriques qui tentent de mesurer un effet causal avec toutes les limites, évidemment, que représente ce type d'exercice. Alors, dans cette deuxième partie, j'aimerais me concentrer sur 2 événements de santé qui concernent une population massive.
la survenue d'un cancer et la survenue d'un handicap. Premier élément, la survenue d'un cancer. Alors, la survenue d'un cancer va, on l'attend malheureusement, eh bien, produire des effets négatifs sur la participation au marché du travail, sur la probabilité d'emploi, mais également sur les heures travaillées. Toutes les références que je vous mets ici à l'écran sont des références qui sont de pays, les travaux de Bradley, c'est souvent des travaux aux États-Unis. On a aussi des travaux notamment scandinaves, parce qu'on a des données de registres de cancer qui sont extrêmement riches et qui sont mobilisées. Alors, par quoi ça passe? Par quoi passe cette influence négative du cancer sur la trajectoire professionnelle? Eh bien, ça passe par des limitations fonctionnelles, par des épisodes dépressifs, par des troubles de la concentration et de la mémoire, ou encore par des risques psychosociaux qui sont accrus ou qui sont directement induits par le cancer. En France, 78% des personnes survivant au cancer qui sont en emploi au moment du diagnostic de la maladie et qui n'étaient plus en arrêt de travail 2 ans après, sont en emploi après le diagnostic, contre 92% dans l'ensemble de la population. Donc là, on voit que la trajectoire d'emploi des personnes qui souffrent d'un cancer, eh bien, est plus dépréciée que celle de l'ensemble de la population 2 ans après le diagnostic, lorsque le diagnostic est posé. On a aussi des études qui sont menées par des collègues de mon université, de l'université de Lille, qui montrent que ce phénomène n'est pas irréversible. On sait que l'aménagement des conditions de travail contribue à renforcer la probabilité de retour au travail et à améliorer l'état de santé auto-évalué des survivants. Donc on a des pistes tout de même pour tenter de compenser partiellement l'effet négatif de la survenue du cancer sur la trajectoire professionnelle. Également, évidemment, tous les efforts qui sont réalisés pour dépister prématurément les cancers, que ce soit des dépistages organisés ou des dépistages individuels, des dépistages organisés dans le cas du cancer du sein, par exemple, peuvent être évidemment des éléments de politique publique qui vont aussi permettre un meilleur retour sur le marché du travail. J'aimerais vous présenter une étude française qu'on a réalisée avec un certain nombre d'auteurs, dont l'objectif, alors j'essaierai peut-être d'adresser une liste d'articles qui sera peut-être mis sur le site pour que celles et ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin puissent accéder à ces articles-là. Ils sont tous accessibles en ligne. Donc l'objectif de cet article, c'est mesurer l'impact, l'effet causal du cancer sur la trajectoire professionnelle. Cette trajectoire, on va l'évaluer de 1 à 5 ans après la survenue du cancer. Dans cette étude, on va approcher le cancer à travers la première inscription en ALD 30. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ALD 30 dans le jargon franco-français? C'est l'affection de longue durée. Les affections de longue durée, on a une trentaine de maladies qui sont des maladies chroniques et coûteuses pour lesquelles on a une prise en charge à 100% de la sécurité sociale. Donc, c'est un coût très important pour la sécurité sociale, de plus en plus important, puisqu'on a plus de 70% des dépenses de l'assurance maladie qui ciblent cette population-là, qui est une population évidemment qui souffre de maladies chroniques importantes. Donc là, on a décidé de cibler le cancer à travers cette inscription en ALD. Pour vous donner des éléments de contexte, c'est le médecin de famille qui va décider de l'inscription en ALD. Cette inscription est une inscription pour 5 ans. Et on peut cumuler plusieurs ALD. Alors, sur quelle base de données on va travailler? On va travailler sur une base de données qui s'appelle IJ. Ce sont ici des données administratives qui combinent, qui apparient les données de l'assurance maladie et les données de l'assurance vieillesse pour le secteur privé en France. Donc, on a une base de données extrêmement volumineuse et exhaustive. Alors, on n'a pas évidemment les personnes qui sont indépendantes, par exemple, et qui restent toute leur carrière indépendants. On a tous les individus en France qui ont cotisé au moins une fois dans leur carrière au régime du secteur privé. Donc, ça fait évidemment beaucoup de personnes.
Et on va mettre en place eh bien, le type de méthode dont je vous parlais tout à l'heure, une double différence avec appariement exact, ce qui veut dire tout simplement qu'on va regarder les trajectoires des personnes qui souffrent d'un cancer versus qui ne souffrent pas d'un cancer, et on va comparer avec un appariement exact, c'est-à-dire qu'on va faire, qu'on va rendre proche, qu'on va construire une population témoin. Le principal résultat, et on va développer quelques résultats secondaires, le principal résultat, c'est que la proportion d'individus employés au moins un trimestre, donc c'est évidemment la clé d'entrée dans cet échantillon, eh bien, baisse de près de 10% au cours de l'année qui suit la survenue du cancer, mais que cet effet délétère du cancer sur la trajectoire professionnelle et notamment sur le taux d'emploi, eh bien, a tendance à croître avec le temps. Donc, cette discrimination, cette inégalité, en fait, ne se résorbe pas avec le temps. Au contraire, elle a même tendance à s'accroître. Alors, vous avez ici à l'écran, eh bien, la même analyse, mais sur des sous-échantillons. Donc, je vous parle d'abord des différentes colonnes pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. La première colonne va nous permettre d'identifier l'âge de survenue du cancer. Donc en fait, on va prendre la population féminine, on va prendre la population masculine, et en fait, on va regarder la médiane, c'est-à-dire l'âge auquel eh bien, j'ai la moitié de mon effectif au-dessus, la moitié de mon effectif en dessous, l'âge médian de survenue du cancer. Chez les femmes, cet âge médian il est de 48 ans. Chez les hommes, cet âge médian de survenue du cancer est de 51 ans. Dans cette première analyse que je vous présente ici, on a combiné tous les types de cancers. Donc si parmi vous, on a des spécialistes de cancer, vous allez me dire à juste titre, oui, mais les cancers sont extrêmement hétérogènes, le degré de sévérité, le stade, le caractère incapacitant des différents cancers est très différent. Et donc là, effectivement, on mélange des choses extrêmement hétérogènes. Je vous présenterai dans les slides qui suivent des cancers spécifiques sur lesquels on a aussi mené des analyses. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, dernière colonne, on regarde la variation du taux d'emploi à T+1. Qu'est-ce que ça signifie T+1? Le premier chiffre là, c'est une année après la survenue du cancer. Et le chiffre qui est juste à côté, c'est 5 années après la survenue du cancer. Qu'est-ce que signifie donc la première ligne? Elle signifie que pour des femmes qui vont être touchées par le cancer, par un cancer, avant 48 ans, eh bien leur taux d'emploi, un an après la survenue du cancer, va baisser de 7 points de pourcentage par rapport à une population qui lui ressemble. 5 ans après, cette baisse est de 8 points de pourcentage. Donc on voit que l'effet est significatif, il est important, il est stable dans le temps. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque l'âge de survenue du cancer est plus tardif, eh bien, l'effet est beaucoup plus prononcé, notamment 5 ans après. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais oui, mais après 50 ans, on est moins employable, les risques de ne plus être sur le marché du travail sont plus élevés. C'est vrai, mais on compare des personnes du même âge. On compare également des personnes qui, avant la survenue du cancer, avaient les mêmes caractéristiques sur le marché du travail. Donc on voit que lorsque l'âge de survenue est tardif, eh bien, il y a un effet boule de neige extrêmement fort, puisque 5 ans après la survenue du cancer, eh bien, les survivantes du cancer voient leur taux d'emploi baisser de 20 points de pourcentage par rapport à des femmes qui n'ont pas souffert d'un cancer. Donc c'est effectivement très fort. Cet effet de l'âge, on le retrouve également chez les hommes. Alors à des niveaux un tout petit peu plus faibles, les hommes qui vont souffrir, voire survenir un cancer après l'âge de 51 ans, eh bien, vont avoir une trajectoire également dégradée, et d'autant plus dégradée que l'horizon temporel s'accroît. Donc vous voyez que c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les politiques qui sont mises en place, pour les plans cancer qui sont mis en place en France et dans d'autres pays, puisqu'on voit que eh bien, cet événement de santé vient altérer significativement, durement, longuement et de plus en plus les trajectoires professionnelles féminines et masculines.
Alors, je vous ai présenté ici des travaux complémentaires qu'on a réalisés avec cette équipe-là, qui ont été publiés dans un question d'économie de la santé de l'IRDES, qui est un centre de recherche et de documentation en économie de la santé en France, où on va regarder exactement la même chose, mais on va se cibler sur des cancers spécifiques. Vous avez ici les effets sur l'emploi, mais également sur le chômage, également sur l'inactivité, également sur la maladie. Qu'est-ce qu'on constate si on regarde la première ligne du cancer du sein? Eh bien, lorsque le cancer du sein, donc là on va comparer des femmes qui vont souffrir d'un cancer du sein versus des femmes qui ne vont pas souffrir d'un cancer du sein. Qu'est-ce qu'on observe? On observe tout d'abord, eh bien, si on regarde la première ligne, que le taux d'emploi diminue de 10 points de pourcentage par rapport à des femmes qui ne souffrent pas d'un cancer du sein, 1 an après la survenue du cancer du sein. Et on voit que les arrêts maladie explosent. Donc, ce qu'on constate pour ce cancer, mais pour tous les cancers, c'est que l'année qui suit la survenue du cancer est une année consacrée évidemment au traitement. Et souvent des traitements lourds, de chimiothérapie, par exemple, qui évidemment conduisent les personnes à être éloignées du marché du travail. Qu'est-ce qu'on constate pour le cancer du sein? Si on regarde un petit peu l'évolution temporelle, on passe de moins 10 points de pourcentage à moins 11 points de pourcentage 5 ans après la survenue du cancer. On voit également, quand on regarde la dernière colonne maladie, que l'effet très positif qu'on observe la première année a tendance un petit peu à s'estomper les années qui suivent, parce que malheureusement, eh bien, les personnes vont sortir du marché du travail également. Pour être en maladie, en tout cas sur les données françaises, en arrêt maladie, c'est encore des personnes qui vont être supposées, enfin qui vont être considérées comme des personnes en activité. On a regardé également le cancer du col de l'utérus, on a regardé le cancer des ovaires, et vous voyez que, par exemple, le cancer des ovaires va avoir un impact très très fort dès la première année sur la sortie du marché du travail pour les femmes qui souffrent d'un cancer des ovaires par rapport à des femmes qui ne souffrent pas d'un cancer des ovaires. Alors, par rapport à une question que je vois ici, sur les causes de la perte d'un emploi, on a des travaux sur la discrimination. Les travaux que je vous expose ici ne me permettent pas de démêler des effets de comportement, des effets de choix ou de contraintes. On peut supposer aussi que du coup, ce qu'on appelle la préférence, on peut avoir au sein des couples une réallocation aussi des préférences. On n'a pas ici, en fait, dans cet effet-là, on combine des effets de lourdeur du traitement et d'obligation de sortir du marché du travail et de conditions de travail inadaptées, avec potentiellement des effets de discrimination. Mais je ne suis pas capable ici de démêler ces effets, mais je pourrais, peut-être dans les articles que je vous soumettrai dans cette petite bibliographie que je vous ferai, je pourrais vous renvoyer vers des travaux qui ciblent explicitement la question de la discrimination, qui est une question évidemment centrale. Et c'est pour ça que la question du droit à l'oubli, qui a été particulièrement discutée lors de la dernière élection présidentielle, est fondamentale, c'est-à-dire la capacité d'oubli vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis des assureurs, quand on va souffrir d'un cancer, parce qu'on sait que fort heureusement, notamment sur certains cancers comme le cancer du sein, eh bien, les progrès médicaux font que les récidives sont moins fréquentes et que le retour à l'emploi est possible. Donc c'est une question évidemment extrêmement pertinente là, qui est posée, mais sur laquelle je ne peux pas répondre sur la base de ces travaux-là, et sur laquelle des travaux montrent effectivement qu'on a des phénomènes de discrimination. Dernier tableau de cette étude qui était… alors, il y a un rapport qui est disponible, hein, on a absolument tous les cancers qui sont traités et on a également un certain nombre de maladies. Là, je n'ai pas le temps de vous les présenter ce soir, mais les maladies qui sont les plus impactantes négativement, ce sont les maladies psychiatriques et notamment la schizophrénie. La schizophrénie ressort de manière très importante. Je pourrais vous renvoyer aussi sur ces travaux-là. Regardons maintenant les cancers qui sont communs aux hommes et aux femmes. Je vous ai indiqué hier que le cancer du poumon, qui est qui est le deuxième cancer masculin après le cancer de la prostate, va devenir malheureusement le premier cancer chez les femmes, rapprochant évidemment les comportements à risque des deux populations. Qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, on constate que ce sont les hommes qui souffrent d'un cancer du poumon qui vont être les plus touchés, en tout cas 1 an après la survenue du cancer. Vous voyez ici le moins 17.
le moins 17 ici sur la première ligne. Je ne sais pas si vous voyez, je n'arrive pas à mettre le curseur là. Donc, on regarde la première ligne, 1 an, vous voyez le moins 17, il signifie tout simplement que les hommes qui souffrent d'un cancer du poumon, par rapport aux hommes qui ne souffrent pas d'un cancer du poumon, toutes choses égales par ailleurs, en contrôlant d'un certain nombre de paramètres, eh bien, vont voir leur taux d'emploi baisser de 17 points de pourcentage. Et ce chiffre va atteindre 27 points de pourcentage 5 ans après. Chez les femmes, qui vont être donc comparées à des femmes, eh bien, le moins 12, on voit qu'il y a moins 11,9, donc moins 12 points de pourcentage la première année. Mais on voit que 5 ans après, eh bien, le niveau est très, très fort, comparable à celui des hommes. Donc, le caractère excluant du cancer du poumon est extrêmement prégnant, est extrêmement fort dans notre population. On voit que les effets sont moindres pour le cancer du côlon, pour le cancer de la thyroïde. Alors, j'aimerais maintenant vous parler du handicap. Alors, le handicap, c'est un mot un petit peu valise dans lequel il est compliqué d'avoir des mesures extrêmement claires dans nos données, extrêmement partagées, des incapacités ou du handicap, parce qu'on voit que ça renvoie à des dimensions extrêmement diversifiées. Ça peut être des limitations fonctionnelles, motrices, ça peut être du handicap psychique, ça peut être du handicap reconnu administrativement. Donc, c'est compliqué d'avoir une mesure qui soit extrêmement standardisée dans les différentes études. Je vais néanmoins vous en présenter une. Alors, la littérature internationale qui concerne l'effet causal du handicap est assez claire aussi. Bon, elle tient compte des événements de santé non anticipés liés à des accidents. Elle distingue selon le type, la sévérité, l'origine ou la durée du handicap. On a des travaux qui sont très détaillés, qui montrent tous l'effet causal négatif du handicap sur les trajectoires professionnelles avec les méthodes économétriques dont je vous ai déjà parlé lorsque les données le permettent. Alors, là, je voulais vous présenter quelques éléments un petit peu de comparaison internationale parce qu'ils sont toujours assez éclairants. Ils sont éclairants, ils sont aussi un peu frustrants parce que, évidemment, on a envie de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ces écarts observés au niveau des pays. Et c'est toujours très compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on a des effets d'état de santé, évidemment, on a des effets de protection sociale, on a des effets de comportement qui diffèrent dans ces différents pays. Ici, vous avez justement un des indicateurs standardisés qu'on utilise beaucoup pour mesurer les incapacités auto-reportées. Donc, c'est un indicateur qui va nous dire, au cours des 6 derniers mois, avez-vous souffert de limitation d'activité dans les activités que font les gens habituellement? Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme question parce qu'évidemment, il faut bien la comprendre, on va tous la comprendre de la même manière. Il y a un effort de mémorisation aussi et puis de compréhension de ce que signifient les limitations d'activité parmi les activités que font les gens habituellement, donc ce n'est pas évident, mais c'est un indicateur qui est extrêmement bien corrélé avec l'activité professionnelle. C'est-à-dire quand on lit santé et trajectoire professionnelle, l'indicateur qui ressort le plus, c'est celui-ci, c'est l'indicateur de disability, c'est-à-dire d'incapacité. Qu'est-ce qu'on observe ici? On regarde les personnes qui ont plus de 16 ans en Europe et on regarde de quelle manière elles reportent des incapacités. Dans l'Union européenne, on a un quart des individus de plus de 16 ans qui nous disent souffrir de limitations d'activité de long terme observées sur les 6 derniers mois. Et on voit que ce chiffre est le même en Europe, en France et en Belgique. Donc on observe là, on a un gradient entre les différents pays. On a souvent, ça peut différer selon les indicateurs, un modèle du Nord, du Scandinave, souvent caractérisé par des bons indicateurs de santé, alors que plus souvent, les pays de l'Est, notamment, ou certains pays du sud de l'Europe, vont être caractérisés par des états de santé de moins bon niveau. Autre élément de comparaison que je souhaite soumettre à votre sagacité, c'est les différences de taux d'emploi entre des personnes handicapées et des personnes non handicapées. Donc ça, c'est intéressant, ça renvoie encore à la question qui m'était posée tout à l'heure, évidemment de discrimination, mais pas uniquement. Ça renvoie évidemment à la promotion de l'emploi des personnes handicapées, à la fois dans le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, mais aussi dans l'accès, le primo-accès
au marché du travail pour les personnes qui souffrent de handicap, qui se trouvent en situation de handicap. Et là, on voit qu'il y a des disparités qui sont très fortes entre les pays. Et donc, la différence de taux d'emploi, donc là, je ne vous donne pas les taux d'emploi, en fait. Je ne vous donne pas le taux d'emploi des personnes handicapées ou le taux d'emploi des personnes non handicapées. Je vous donne la différence de taux d'emploi entre des personnes handicapées et des personnes qui sont non handicapées. Les différences sont les plus prononcées en Hongrie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Danemark. Donc là, vous voyez que les différences sont un peu plus... enfin, la hiérarchie est un petit peu différente. On voit que la Belgique, malheureusement, est à un niveau assez haut. On a 25 points de pourcentage de différence entre le taux d'emploi des personnes handicapées et le taux d'emploi des personnes non handicapées. On voit qu'en France, sur cet indicateur-là en tout cas, on se situe plutôt sur une fourchette basse où le taux d'emploi entre les personnes handicapées et non handicapées, eh bien, la différence est moindre, de l'ordre de 10 points de pourcentage. Et en Europe, dans l'Europe des 28, on est à moins 20 points de pourcentage. Alors là encore, on est sur les 15-64 ans. Donc évidemment, on pourrait aller sur des choses un petit peu plus fines en termes de strates d'âge, par exemple, en termes de nature des incapacités, mais ça donne quand même des éléments qui sont assez intéressants, me semble-t-il. Alors, j'aimerais vous illustrer à nouveau, c'est vraiment le leitmotiv de cette séance, et essayer d'illustrer avec des études que j'ai publiées avec des collègues, ou alors des études en cours. Donc là, en avant-première, je vous parle un petit peu d'un travail d'une de mes thésardes qui s'appelle Justine Bondou, qui est réalisée avec des collègues de l'Université Paris-Dauphine, Florent Juzeau et Thomas Renaud, dans lequel on essaye, sur données européennes, de mesurer l'effet d'une incapacité, mesurée de la même manière que le précédent indicateur, c'est-à-dire à travers les limitations d'activité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que font les gens habituellement. Cet indicateur, en fait, il est standardisé, on le retrouve dans toutes les enquêtes santé. Il renvoie à ce qu'on appelle le mini-module européen. Ce mini-module européen, vous trouvez 3 indicateurs de santé, la santé perçue. Comment estimez-vous votre santé? Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise. La prévalence de maladies chroniques. Souffrez-vous d'une maladie chronique? Oui, non. Et si vous répondez oui, vous avez une liste de maladies qui vous est proposée. Et puis cet indicateur d'incapacité. Donc il est standardisé, il est intéressant à prendre en compte parce qu'évidemment, il permet des comparaisons entre les études. Évidemment, vous voyez qu'il est extrêmement large. J'ai parlé des problèmes potentiels de compréhension. Il renvoie à des définitions très très larges des incapacités. Et donc, on va essayer dans cette étude-là, qui est en cours, de mesurer l'effet de la survenue d'une incapacité sur le niveau de revenu global des individus. Pardon, j'ai fait une petite coquille, il y a un E là à retirer. Donc l'idée du revenu global, c'est de regarder à la fois le revenu d'activité, mais également les revenus de compensation. Vous l'aurez peut-être compris, l'hypothèse, c'est de se dire, tiens, regardons, parmi les personnes qui sont en emploi et qui initialement n'ont pas d'incapacité, en quoi la survenue de cette incapacité va conduire à altérer le niveau de revenu global. Les hypothèses sont assez faciles à comprendre. J'ai une incapacité, je risque donc d'avoir une baisse de mon revenu d'activité, mais potentiellement, si cette incapacité est grave, je peux avoir des revenus de compensation avec des allocations qui vont être dédiées à l'altération d'un handicap. Donc, pour essayer de mesurer ça, on va utiliser les enquêtes SHARE. C'est une enquête européenne où on demande aux individus de reporter un certain nombre de caractéristiques socio-économiques et également leur santé. C'est des individus qui ont plus de 50 ans. On retrouve donc tous les pays européens. Et là, c'est des vagues qui ont lieu tous les 2 ans et qu'on évalue ça, on regarde ça sur la période 2004-2015. Alors, là encore, c'est sujet évidemment à interprétation, à la discussion, parce qu'on regarde tous les pays. Et donc, tous les pays ne compensent pas de la même manière la survenue d'une incapacité. On sait également que la survenue d'une incapacité peut aussi conduire les individus vers d'autres types de dispositifs de compensation, comme la dispense de recherche d'emploi, par exemple, dans certains pays. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on va regarder d'abord 2 mesures de l'incapacité différentes. On va se dire, tiens, on va regarder, première mesure, les personnes qui n'avaient pas d'incapacité et qui vont avoir une incapacité. Et on va regarder
à la vague d'après, comment varient leurs revenus. Et puis, on va regarder, c'est le petit 2 ici, on va regarder un autre indicateur un petit peu plus fort. On va se dire, non seulement on va regarder les limitations d'activité, mais on va aussi regarder les gens qui, en plus, souffrent de maladies chroniques incapacitantes. Donc, en fait, on renforce, l'idée, c'est de renforcer la gravité de l'incapacité pour voir un petit peu si on a un effet différent. Alors, les résultats qu'on a mis en évidence, on va bientôt sortir des premiers résultats, là, les publier. Eh bien, on constate que lorsque survient une limitation d'activité, ça n'a pas d'effet négatif. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut donc dire que, ou alors, eh bien, cette incapacité n'est pas assez forte pour que les individus sortent du marché du travail, ou bien ça veut dire, comme l'ont montré certains auteurs, notamment dans les pays du Sud, ça veut dire que les systèmes de compensation fonctionnent plutôt bien, parce que finalement, le niveau de bien-être global, le niveau de revenu n'est pas altéré. En revanche, lorsque l'incapacité devient plus sévère, c'est-à-dire lorsqu'on mesure l'incapacité à travers de l'incapacité avec des maladies chroniques incapacitantes, eh bien là, l'effet est négatif sur le revenu global. C'est-à-dire qu'on observe une baisse du revenu d'activité, mais elle n'est pas suffisamment compensée par la hausse des revenus de compensation qu'on observe. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une forte hétérogénéité selon le type de pays. On a procédé à une sorte de typologie des pays selon le degré de générosité pour prendre en compte, pour compenser la survenue d'un handicap. On voit que dans les pays qui sont le plus généreux, qui proposent une couverture, un filet de sécurité plus important, eh bien l'effet négatif est atténué par rapport à des pays dans lesquels cette générosité de la protection sociale est moindre. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant parce que là, on est en capacité d'évaluer un petit peu la capacité des systèmes de protection sociale eh bien, à tenir compte d'un choc important dans les trajectoires professionnelles et à protéger les individus par rapport en tout cas à cet indicateur de revenu global. J'aimerais maintenant vous présenter un travail qu'on a mené sur eh bien, les questions du handicap en France cette fois-ci. Quelques éléments de contexte afin que vous compreniez un petit peu les éléments franco-français. Donc la promotion de l'accès à l'emploi, du maintien dans l'emploi a été fait assez tôt en France. Il y en a une loi importante dans les années 70. On a une loi en juillet 87 qui impose eh bien, aux employeurs du secteur privé avec plus de 50 salariés, eh bien 6% du total employé par des personnes en situation de handicap, donc une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et on a également une loi en 2005 qui vient renforcer ce dispositif, le rendre plus coercitif, donc les taxes sont plus élevées, et en plus, en alignant le secteur public sur le secteur privé pour imposer aussi, pour qu'on ait la même contrainte. Alors j'en parlerai dans ma dernière séance. On a évalué ces réformes-là, on a évalué la loi 87 et la loi 2005, et donc je pourrais vous dire, je ne vais pas spoiler totalement les résultats de cette 4e séance, il faut que je vous laisse la possibilité de rester avec nous durant les 4 séances. Vous verrez un petit peu les résultats de ces lois-là sur l'emploi des personnes handicapées. Malgré ces efforts, on a de fortes inégalités qui persistent entre secteur public et secteur privé. Il apparaît que le secteur public est plus protecteur que le secteur privé. Et qu'en fait, le passage de l'emploi à l'inactivité est plus simple dans le public, toujours en France, hein, avec des phénomènes des dispositifs de retraite anticipée, que le passage de l'emploi versus le passage de l'emploi au chômage dans le privé. Donc c'est notamment cette question de distinction publique-privée que je vais essayer d'éclairer là en vous parlant d'une étude qu'on a menée en 2015. Donc le principe est toujours le même, évaluer l'effet causal d'un événement de santé sur la trajectoire professionnelle. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la survenue d'un handicap. Et ce qui va nous intéresser comme clé de compréhension, ça va être le secteur d'activité. Est-ce que je suis dans le secteur public? Est-ce que je suis dans le secteur privé? Cette fois-ci, on ne va pas ici mobiliser des données administratives. Précédemment, je vous ai présenté des données administratives. Ces données, elles sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Elles ne souffrent pas de biais de déclaration. On a l'exhaustivité
de la dépense de santé, des trajectoires professionnelles, des trimestres cotisés durant toute la trajectoire professionnelle au titre de l'invalidité, de la maladie, de la maternité, de l'emploi. Donc, on a une richesse très importante des données administratives qui ont été mobilisées dans l'étude précédente sur le cancer. Néanmoins, on a beaucoup moins de renseignements sur les données socio-économiques et sociales. Ici, on mobilise une enquête qui s'appelle santé itinéraire professionnel. On a 2 vagues d'interrogation. On a ici des données donc, qui sont auto-reportées. Et on interroge 14 000 personnes en 2006. On les réinterroge en 2010, donc on en a encore 11 000 en 2010. Et ce qui est très intéressant dans cette enquête, c'est qu'en 2006, on leur a demandé de remplir un calendrier rétrospectif, c'est-à-dire de nous mentionner tous les événements importants dans une sorte de grille biographique depuis leur enfance jusqu'à 2006. Alors, il y a des travaux évidemment qui s'intéressent à ce biais, à cet effet de mémoire, en disant est-ce qu'on est capable, comme ça, lorsqu'on interroge les individus, eh bien, de clairement identifier dans une grille rétrospective les moments clés et la durée de ces moments-là. Alors, ce que nous disent les psychologues notamment, ce que nous disent les sociologues, c'est que les individus sont capables d'identifier les événements majeurs, les événements marquants. Donc, ce qu'on va pouvoir faire en fait grâce à cette grille rétrospective, c'est qu'on va être capable d'identifier à quel moment dans la carrière professionnelle est survenu le handicap. Est-ce que ce handicap a duré ou pas? Donc, on a une date de début, on a une date de fin. Alors, par moment, cette date de fin, eh bien, elle n'existe pas parce que c'est un handicap permanent qui s'est installé dans le temps. Ou alors, c'est un handicap qui va être provisoire. Donc là, évidemment, la nature du handicap et notamment l'origine du handicap va jouer un rôle absolument majeur. La méthode est toujours la même, la méthode économétrique, les termes sont un petit peu différents, mais c'est toujours la même idée. On va essayer de comparer des individus similaires, à la différence près que certains vont avoir un handicap dans leur trajectoire alors que d'autres ne vont pas l'avoir. Le principal résultat, on va décrire les résultats secondaires un tout petit peu plus tard. Le principal résultat, c'est que la survenue d'un handicap, indépendamment de sa durée et de son origine, va avoir un effet fortement pénalisant sur l'emploi dans le secteur privé et uniquement dans le secteur privé. Donc, dans le secteur public, il n'y a pas d'effet significatif négatif. Au cours des 3 années qui vont suivre sa survenue, on a un petit effet qui survient à 4 et 5 ans, mais assez ténu. Donc, je vais me concentrer sur les effets sur le secteur privé. Donc, j'ai voulu représenter les choses de la même manière pour que la compréhension soit un petit peu plus optimale. Donc, l'idée est exactement la même par rapport au travail que je vous ai présenté sur le cancer. On regarde ici, T+1, c'est 1 an après la survenue du handicap, T+5, 5 ans après la survenue du handicap. On est dans le secteur privé et on va regarder eh bien, un certain nombre de variables. La première chose, c'est qu'on va regarder la durée du handicap. Évidemment, l'hypothèse sous-jacente est assez simple à comprendre. Plus mon handicap dure, plus il est lourd, plus il est impactant pour ma vie personnelle et professionnelle, et plus on s'attend évidemment à ce qu'il joue très fortement sur le taux d'emploi. Qu'est-ce qu'on constate? Et quand la durée du handicap dépasse 1 an, eh bien, 1 an après la survenue de ce handicap, eh bien, on va avoir un taux d'emploi qui va baisser de 21 points de pourcentage par rapport à une personne qui ne va pas souffrir du handicap, toute chose égale par ailleurs. Cet effet, comme pour le cancer, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes données, eh bien, va avoir un effet qui va s'accentuer avec le temps. Donc là encore, c'est une mauvaise nouvelle, puisque pour le handicap de plus d'1 an, 1 an après, c'est 21 points de pourcentage de différence. 5 ans après, c'est 27 points de pourcentage de différence. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'origine du handicap, on constate que lorsque le handicap est provoqué par un accident, ce qui signifie souvent que le handicap est provisoire, eh bien, le taux d'emploi va être altéré, mais moins fortement que si l'origine du handicap est la maladie. Autre élément, on a voulu également, pour pouvoir mettre en regard nos 2 études, eh bien, regarder un petit peu si l'âge de survenue du handicap jouait un rôle sur la capacité de l'individu à rester sur le marché du travail. Et là encore, on a le même effet, à savoir que le même effet que pour le cancer. Lorsque le handicap survient tardivement, ici, l'âge médian de survenue du handicap dans la trajectoire des personnes qui souffrent d'un handicap est de 36 ans.
Ça veut dire que parmi les personnes qui souffrent d'un handicap dans notre échantillon, eh bien 50% ont vu un handicap survenir avant 36 ans, 50% après 36 ans, donc l'âge est plus précoce que pour le cancer. Eh bien là encore, on constate que parmi les personnes dont l'âge de survenue du handicap est plus tardive, intervient après 36 ans, eh bien les conséquences sur le taux d'emploi sont beaucoup plus fortes que les personnes qui vont souffrir d'un handicap plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les hypothèses qu'on peut avoir? Eh bien, on peut évidemment s'interroger sur les capacités d'adaptation au poste de travail, sur des éléments qui sont liés à l'état de santé par ailleurs, évidemment. On peut avoir sans doute moins de comorbidité également quand on est plus jeune, plus de ressources peut-être aussi personnelles pour se reconvertir ou pour passer sur un autre emploi. Voilà, ça fait partie des hypothèses qui peuvent expliquer ce rôle important de l'âge sur les carrières professionnelles, sur l'âge de survenue des événements de santé. Alors, je vois qu'il y a 2 questions. Que pensez-vous des quotas d'employabilité d'handicapés, notamment dans la fonction publique? Alors, bon, c'est vraiment sur cette première question-là, l'aménagement des postes de travail, évidemment, il est aujourd'hui insuffisant. C'est une mesure qui devrait être davantage généralisée. Ça fait partie des prérogatives européennes que je citais hier, avec des déclinaisons nationales qui sont assez hétérogènes. Donc, je pense que de plus en plus, les employeurs sont contraints de le faire. Mais on voit, et ça c'est vraiment un élément clé que je souhaite mettre en exergue, c'est que lorsque les salariés sont directement investis dans leurs conditions de travail, c'est-à-dire peuvent aussi participer à l'évolution et à l'adaptabilité de leurs conditions de travail, eh bien, il y a des effets qui sont beaucoup plus positifs sur leur santé. Donc, l'idée des quotas d'emploi d'handicapés, c'est toujours une question qui est extrêmement discutée. Elle est évidemment insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'on peut en plus remplir ces quotas-là avec différentes possibilités. Il y a de l'emploi indirect aussi, c'est pas toujours de l'emploi direct. Donc les mesures coercitives, elles sont pas toujours suffisantes et il faut sans doute les renforcer et jouer sur plusieurs leviers en même temps, en valorisant peut-être davantage aussi le type d'emploi que peuvent occuper les personnes handicapées et puis aussi la productivité des personnes handicapées qui, si elles sont mises dans les bonnes conditions, peuvent évidemment apporter à l'entreprise leur savoir-faire et leurs compétences. Sur la seconde question de Thomas, alors oui, on a une corrélation avec évidemment les filets de sécurité. Alors, c'est pas simplement le filet de sécurité. On peut avoir 2 effets contraires d'ailleurs. Si les revenus de compensation sont trop élevés, on peut avoir une désincitation à travailler. Donc ça, c'est ce qu'avancent comme argument les plus libéraux. Mais on voit que on a un arbitrage assez fin à faire entre les incitations pour être maintenues sur le marché du travail et pour permettre aux personnes handicapées d'y rester ou d'y retourner plus facilement. Et évidemment qu'il y a un arbitrage financier qui se fait et donc on peut avoir des incitations. Donc ça dépend beaucoup aussi des critères d'éligibilité proposés par les différents dispositifs. Et vous voyez quand on peut s'interroger finalement sur les différents modèles. Est-ce qu'un bon modèle, c'est un modèle qui permet une bonne compensation du handicap pour permettre aux personnes de quitter le marché du travail, ou est-ce qu'au contraire, c'est un maintien, une promotion de la santé au travail, donc du maintien en emploi des personnes handicapées? Il y a sans doute à arbitrer entre ces deux phénomènes, mais ce n'est pas si intuitif que ça. Autre élément que j'aimerais vous présenter, toujours sur ce travail qu'on a mené là sur le handicap. On a regardé selon le sexe, malheureusement, on voit des disparités très fortes au détriment des femmes, c'est-à-dire que des femmes qui vont souffrir d'un handicap vont voir une trajectoire professionnelle beaucoup plus altérée que les hommes, beaucoup plus altérée d'une part à court terme, mais d'autre part également à long terme. On voit aussi, et cette fois-ci c'est plutôt une réflexion à mener, que le niveau d'éducation va jouer un rôle très important. Alors qu'est-ce que draine comme type de comportement ou comme type de facteur explicatif le niveau d'éducation? Vous voyez qu'une personne qui va avoir un niveau primaire et qui va souffrir d'un handicap va voir sa situation professionnelle beaucoup plus altérée,
qu'une personne qui ne va pas être handicapée avec le même niveau d'éducation. On part là avec quelqu'un qui a le même niveau primaire. Donc on voit que derrière ça, eh bien, c'est d'autres paramètres qui peuvent jouer. Il y a l'effet du revenu, l'attitude décisionnelle qui est beaucoup plus élevée évidemment quand on a un niveau de revenu plus élevé. Mais là encore, hein, c'est un message que je souhaite vraiment vous redonner. On voit que l'investissement dans la formation initiale et dans l'éducation et l'investissement dans la formation continue sont des variables clés de la préservation de la santé au travail et de la lutte contre les inégalités sociales de santé au travail à la suite de la survenue d'un événement de santé. Alors, on voit que c'est une question malheureusement qui se pose à nous de manière très forte. On a des écarts très forts entre les hommes et les femmes sur ce deux types d'études. Donc, j'ai essayé là d'avancer quelques explications de ces différences hommes-femmes. Ces différences hommes-femmes, elles peuvent renvoyer évidemment à des phénomènes de discrimination. Ça, c'est une évidence. Il peut y avoir des phénomènes de discrimination qu'une fois encore, je n'ai pas pu observer avec les données dont je disposais dans mes études. Autre élément en dehors de la discrimination qui pourrait expliquer une moindre protection des femmes par rapport aux hommes. Les femmes se retrouvent plus souvent dans des situations de temps partiel, souvent contraints, moins souvent choisis. Et donc le fait d'être déjà dans des situations de fragilité, de précarité dans l'emploi, peuvent expliquer des trajectoires qui vont être plus dépréciées que chez les hommes. Bien sûr, apparaît aussi de manière beaucoup plus forte des histoires d'arbitrage entre ce qu'on appelle la production marchande et la production non marchande. Qu'est-ce que ça veut dire en langage courant? C'est tout simplement que eh bien, les arbitrages que doivent réaliser une femme sont beaucoup plus forts que les arbitrages que doit réaliser un homme lorsqu'on tient compte des contraintes familiales. Donc, les contraintes familiales, la charge d'enfant, requiert beaucoup plus souvent un arbitrage qui se fait au détriment de l'offre de travail de la femme, donc du contrat de travail, du taux d'emploi des femmes par rapport aux hommes. Cette question, elle est encore plus lourde, sans doute, pour les femmes, en raison de la prise en charge des personnes dépendantes. Le modèle européen, c'est le cas en France, je le connais moins bien en Belgique, le modèle européen et français de prise en charge de la dépendance repose beaucoup sur un modèle familial, notamment un modèle féminin. Donc vous voyez que les femmes de 50 à 65 ans sont souvent confrontées à des injonctions multiples et extrêmement compliquées, évidemment, à prendre en compte, à savoir s'occuper de leur fils Tanguy. On a un film qui était sorti en France sur un jeune homme qui avait du mal à quitter le foyer familial. Donc avec des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents, mais aussi avec des personnes dépendantes à prendre en charge. Et donc cette contrainte très forte sur l'offre de travail des femmes, évidemment, va avoir des répercussions aussi sur le taux d'emploi des femmes de plus de 50 ans, sur leur capacité à se maintenir sur le marché du travail, du fait de ces contraintes et des responsabilités qu'elles occupent plus souvent que les hommes. Donc ça, c'est aussi une inégalité très forte qui apparaît. Donc quand on dit production marchande et non marchand, le non marchand, c'est ça. Le non marchand, c'est l'activité dite domestique. La nature des maladies ou des déficiences fonctionnelles peut également expliquer ces écarts. Les femmes déclarent plus souvent des limitations fonctionnelles motrices ou plus souvent des épisodes dépressifs. Donc la santé mentale est plus affectée chez les femmes que chez les hommes. Donc l'association aussi entre incapacité, déficience fonctionnelle et santé mentale est plus forte chez les hommes que chez les femmes. On peut également avoir des différences de comportement. Je vous l'avais évoqué, j'avais rapidement évoqué cette question-là hier. On a une surmortalité masculine chez les jeunes hommes qui voient des handicaps survenir de type accident de la route. Donc les accidents sont moins graves, plus ponctuels. Et donc, en souffrant de ce type de handicap-là, eh bien, les trajectoires professionnelles sont moins altérées. Je n'ai pas comparé, en fait, c'est compliqué de comparer directement les hommes et les femmes si on n'a pas évidemment ces éléments-là pour en tenir compte.
Il est par ailleurs possible que les types de séquelles et de limitations qui en résultent puissent donc expliquer les effets différenciés sur l'emploi. Ce sont des pistes de réflexion pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes, sans occulter, je ne l'ai pas indiqué ici, mais c'est un point important, sans occulter les potentielles questions de discrimination ou d'autocensure. C'est-à-dire que des femmes aussi, avec ce type de problème de santé, peuvent aussi s'auto-censurer en disant ben voilà, je vais sacrifier ma trajectoire professionnelle pour m'occuper de moi, et peut-être que les hommes ne feraient pas ce sacrifice-là avec le même problème de santé. C'est aussi quelque chose qui est à amener. Troisième séquence sur laquelle j'aimerais qu'on échange, moi à l'oral et vous peut-être à l'écrit, c'est la santé mentale et un tout petit peu des éléments sur l'obésité. Alors, la santé mentale, c'est une question absolument centrale. C'est 20 à 25% des dépenses d'assurance maladie en France. C'est un enjeu économique majeur. Donc, évidemment, la question, l'une des premières questions, c'est de se dire, mais c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce qu'on met derrière la santé mentale? Dans les travaux qui traitent du lien entre santé mentale et emploi, on distingue deux grands types de travaux. Les premiers qui vont définir la santé mentale à travers les troubles mentaux lourds, tels que les psychoses, et qui vont par exemple travailler sur la schizophrénie. Donc là, on est sur la santé mentale qui est fortement impactant pour la trajectoire professionnelle et pour la qualité de la vie de manière générale. Et puis on a un second pan de la littérature qui, cette fois-ci, va travailler sur des troubles plus répandus, un petit peu moins lourds, qui peuvent être liés par exemple à du stress et qui vont permettre d'avoir des mesures standardisées, souvent sous forme de score de santé mentale. Je vais en présenter quelques-uns là pour vous éclairer un petit peu plus. On a par exemple l'indicateur du Kessler, donc l'échelle de Kessler, de détresse psychologique, qui va permettre, à partir de 10 questions qui vont être posées aux individus et qui portent sur le mois précédent, d'établir un état de santé mentale général de l'individu. Donc ça, cet indicateur-là, il est beaucoup utilisé dans les travaux qui spécifiquement, une fois encore, ciblent l'impact de la santé mentale sur les trajectoires professionnelles. On a aussi le SF36, le Short Form General Health Survey, qui permet une évaluation de la santé mentale, cette fois-ci au cours des 4 dernières semaines. Donc on est là sur la même temporalité, c'est des semaines et c'est des jours précédemment, mais vous voyez que c'est la même temporalité. On va tenter donc là de manière un petit peu fine de mesurer cette fois-ci le ressenti des individus sur des items tels que l'enthousiasme, la tristesse, le manque d'énergie, la fatigue. Et donc là encore, c'est une manière qui est assez standardisée, qu'on retrouve dans pas mal d'enquêtes européennes et nationales. Donc c'est intéressant de pouvoir évidemment le comparer. On a aussi un score du CESD qui est proposé spécifiquement pour les personnes de 50 à 64 ans et qui permet d'isoler cette fois-ci des variables qui tiennent à l'isolement social ou à l'estime de soi et qui est aussi utilisé. Alors, on voit que selon le type d'indicateur, on a un risque d'agrégation et donc de simplification qui peut être grand parce que sur une échelle de 1 à 10, quand on agrège tout un tas de choses qui sont un petit peu hétérogènes, quand on passe de 1 à 2, on peut mesurer un petit peu des choux et des carottes. Ce n'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de fin. Donc on a d'autres mesures qui sont utilisées et qui sont reconnus par la Société de psychiatrie américaine notamment, qui sont les troubles anxieux généralisés ou les épisodes dépressifs caractérisés, qui visent l'un et l'autre donc à évaluer grosso modo l'anxiété et la dépression. C'est cela que j'ai mobilisé dans mes travaux avec Éric Defebvre notamment. Ils permettent là d'identifier la population qui souffre de ces troubles et de renseigner les symptômes ressentis. Donc là, on sait que ces indicateurs-là, qui peuvent apparaître spécifiques, sont bien corrélés avec le diagnostic médical. Puisque là, évidemment, le biais de ces études-là, quand on demande aux gens de déclarer leur état de santé, c'est qu'on n'est pas sur du diagnostic médical. Et on peut dire que les biais de report sont encore plus forts, évidemment, pour des personnes qui vont souffrir de problèmes de santé mentale. Donc, vous le voyez, vous avez sans doute des bruits en fond. On partage absolument tout notre quotidien avec toutes les conditions de travail qui sont liées. Je vais tout vous raconter. Je suis donc chez moi et comme on a un confinement, un couvre-feu à 19h, je suis obligé de faire ces séances depuis chez moi. Donc, je suis désolé pour les éventuels bruits que vous entendez en toile de fond.
Je reviens sur notre propos. Donc, les indicateurs d'anxiété, de dépression sont bien corrélés au diagnostic médical et donc sont robustes pour détecter des troubles mentaux courants. Bon, quelle que soit la mesure de la santé mentale, hein, quelle que soit la manière de mesurer la santé mentale, là encore, les études internationales, quelles que soient les cohortes, quels que soient les pays, convergent. Donc là, on a vraiment un enseignement très clair de la littérature internationale sur le rôle négatif d'une santé mentale dégradée sur l'emploi et les trajectoires professionnelles. Là encore, c'est quelque chose qui est très très net. Sur des données américaines, des troubles mentaux apparus au cours des 12 derniers mois réduisent en moyenne de 15% les chances d'être en emploi après la survenue au moment de l'enquête. Donc après la survenue de ces troubles mentaux. On sait que les symptômes plus lourds réduisent la participation au marché du travail. C'est le second point. C'est une autre étude, à nouveau sur données américaines. La dernière est une étude sur données taïwanaises qui montre que la santé mentale dégradée diminue la probabilité de travailler, mais on a aussi un effet protecteur du travail sur la santé mentale des individus. Donc, systématiquement, dans ces études, on essaye de voir les doubles causalités parce qu'on a compris maintenant qu'il fallait essayer d'expurger ces effets-là. Alors, les effets globaux ne sont pas homogènes, évidemment. Hein. On a des effets moyens et puis on a également des effets hétérogènes. Vous l'avez compris, selon l'âge, ça ressort aussi. Selon le genre, c'est quelque chose qui ressort également. La santé mentale, elle serait plus pénalisante sur la position sur le marché du travail des travailleurs d'âge moyen que les travailleurs d'âge élevé. On a aussi des effets de genre donc importants. Alors les effets de genre, ils ne sont pas toujours dans le même sens. Ça ne joue pas toujours dans le même sens. L'effet des troubles mentaux semble plus fort sur l'emploi des hommes que celui des femmes. C'est le premier point que je mentionne avec les travaux d'Ojeda et al. On a beaucoup de travaux, là j'en ai cité qu'un, mais on a beaucoup de travaux qui semblent indiquer que cette fois-ci, c'est plutôt les hommes qui ont des répercussions plus fortes lorsqu'ils souffrent d'un problème de santé mentale que les femmes. On a une étude australienne qui semble montrer l'inverse, mais le consensus est moins fort ici, mais on a quand même plutôt une littérature qui identifie les hommes comme étant plus à risque dans cette relation négative santé mentale-emploi. Donc là, c'est intéressant, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a montré, de ce qu'on a vu à travers la survenue du cancer ou du handicap. Donc on a essayé de regarder sur données françaises ce que ça donnait. En France, les problèmes de santé dégradent les parcours professionnels également. Il n'y a pas de surprise. 41% des personnes qui avaient une santé mentale altérée en 2006 ont connu du chômage entre 2006 et 2010, contre 21% des hommes qui avaient une bonne santé mentale en 2006. Donc là, on voit clairement que le fait d'avoir une santé mentale altérée va conduire 4 ans après à une sortie du marché du travail, notamment via le chômage, 2 fois plus fréquente pour les hommes qui ont une santé mentale dégradée initialement que pour les hommes qui n'avaient pas ces problèmes de santé mentale initialement. Donc, ce qu'on montre sur données françaises, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y ait un cercle vicieux entre durée du chômage et santé mentale dans les deux sens. L'anxiété diminuant les chances de maintien en emploi, l'expérience du chômage en retour qui engendrerait aussi davantage d'anxiété chez les hommes. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui ressort chez les hommes. Alors, de manière assez cohérente, les personnes ayant des idées suicidaires, donc quand on regarde hors de l'emploi, sont plus souvent hors de l'emploi que lorsqu'elles travaillent. Et donc, la relation inverse, elle est évidemment plus soutenue aussi. On a plus de problèmes de troubles de santé mentale quand on est en dehors de l'emploi que lorsqu'on est en emploi. J'aimerais vous parler un petit peu donc, de l'étude qu'on a réalisée avec un de mes anciens doctorants, qui est maintenant maître de conférence à l'Université Paris 1, donc Éric Defebvre. Donc là, on travaille sur l'enquête santé itinéraire professionnel que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. L'objectif dans ce papier, c'est de mesurer l'effet causal de la santé mentale déclarée en 2006 sur le maintien en emploi en 2010. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On regarde une population qui en 2006 était en emploi. Et on regarde en quoi
le fait d'avoir un problème de santé mentale altéré en 2006, au sein donc de cette population en emploi, hein, on cible donc une population spécifique qui est en emploi. On ne s'intéresse pas à la population qui est en dehors de l'emploi. On ne regarde que la population en emploi en 2006 et on regarde celle qui s'est maintenue en emploi. Donc, on regarde quels sont les facteurs explicatifs du maintien dans l'emploi et on regarde notamment si le fait d'avoir une santé mentale altérée en 2006 conduit ou non à une dégradation de la situation sur le marché du travail, toutes choses égales par ailleurs. Le principal enseignement de cette étude, c'est que le maintien en emploi est moins fréquent pour des personnes en emploi et âgées de 30 à 55 ans qui souffrent d'anxiété et de dépression en 2006. Et on montre que c'est tout particulièrement le cas chez les hommes qui présentent notamment des troubles de l'anxiété. On ne trouve pas cet effet, on ne le trouve pas chez les femmes. Et quand on essaie de distinguer anxiété et dépression, on observe que c'est notamment l'anxiété en 2006 qui va entraîner un plus faible maintien en emploi des hommes. Quelques éléments un petit peu de statistiques descriptives de notre échantillon. Donc, on regarde ici, par exemple, la prévalence des problèmes de santé dans notre population en emploi en 2006, donc dans celle qui nous intéresse initialement. Dans cette étude, on cible des personnes qui sont donc en emploi en 2006 et qui sont âgées de 30 à 55 ans. On a choisi de réduire un petit peu le scope de notre population pour être sûr qu'elles ont bien terminé leurs études et pour être sûr qu'elles ne sont pas soumises à des dispositifs potentiels de pré-retraite ou de départ anticipé. On est encore sur données françaises ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde le distinguo entre les hommes et les femmes. À travers ce terme-là, TAG, c'est trouble anxieux généralisé. Donc, on voit que les femmes, que ce soit pour les TAG ou pour les EDC, EDC c'est dépression. Donc, en fait, notre santé mentale, c'est les deux premiers indicateurs ici, anxiété et dépression. On voit que les femmes qui travaillent déclarent plus souvent des troubles anxieux généralisés ou des épisodes dépressifs caractérisés que les hommes qui travaillent. Donc, on a plus souvent au moins un trouble mental dans la population féminine en emploi que dans la population masculine en emploi. Mais on voit qu'on a également les trois indicateurs qui suivent, limitation d'activité, santé perçue négative, maladie chronique. Ces trois indicateurs qui constituent le mini-module européen, ces trois indicateurs de santé physique sont également plus mauvais parmi les femmes en emploi que parmi les hommes en emploi. J'ai voulu aussi représenter ici, vous montrer les comportements à risque. Les trois derniers indicateurs ne sont pas véritablement des indicateurs de santé, sont plus des indicateurs de comportement à risque. Qu'est-ce qu'on observe cette fois-ci? Comme attendu, mais vous voyez que c'est intéressant parce que c'est une population spécifique. Je vous rappelle que c'est une population d'âge actif en emploi. Là, on voit que les comportements tabagiques sont plus fréquents chez les hommes en emploi que chez les femmes en emploi, mais que les différences sont beaucoup plus nourries dans les comportements d'alcool, de consommation d'alcool à risque, qui sont beaucoup plus répandus dans la population en emploi. Chez les hommes, vous voyez que la barre est pratiquement à 50%. On a 45% de personnes, d'hommes en emploi, qui déclarent avoir des comportements alcooliques à risque. C'est évidemment énorme. Et on voit aussi que sur les phénomènes de surcharge pondérale, les hommes déclarent à 50% avoir des problèmes de surcharge pondérale parmi les hommes en emploi. Donc, c'est évidemment un élément qui n'est pas inintéressant. Vous avez ici, cette fois-ci, on va connecter directement nos deux problématiques, c'est-à-dire santé mentale et taux d'emploi. Donc là, ça demande un tout petit peu de gymnastique. On regarde parmi les personnes qui étaient en emploi en 2006 et parmi celles qui nous déclaraient avoir des troubles de l'anxiété, de dépression, des problèmes de santé physique ou des problèmes de comportement à risque, on regarde le taux d'emploi. Comment on lit ce graphique, ce petit histogramme, vous l'avez en bas, c'est peut-être pas très très visible, 82% des hommes en emploi et souffrant au moins d'un trouble mental en 2006 sont encore en emploi en 2010.
C'est comme ça que ça se lit. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comparer ces chiffres-là aux chiffres de la dernière colonne, les derniers bâtons. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la population en emploi en 2006, la population générale. Comment ça se lit? Eh bien, on a plus large, 92-93% des hommes qui étaient en emploi en 2006 sont encore en emploi en 2010. Et on a 91-92% des femmes qui étaient en emploi en 2006 qui sont encore en emploi en 2010. Donc, on voit systématiquement que lorsqu'on souffre d'un problème de santé, et notamment d'un problème de santé mentale, la probabilité d'être encore en emploi, sans prendre en compte les autres éléments, là évidemment c'est une donnée brute, on voit qu'elle est déjà sacrément altérée. C'est moins le cas, vous le voyez, pour les personnes qui souffrent d'un comportement à risque qu'on peut juger négatif. Vous voyez que le taux d'emploi finalement, le taux d'emploi en 2010 d'un homme qui a des comportements alcooliques à risque en 2006, c'est le même que celui de la population générale masculine. Donc là, on voit que le lien, il est moins clair finalement entre comportement à risque et maintien en emploi. Autre élément, dernier élément que je voulais vous présenter dans le cadre de cette étude sur la santé mentale, vous avez ici l'état de santé général des personnes anxieuses ou dépressives et en emploi en 2006. Quelle est l'idée ici? C'est de croiser santé mentale et santé physique ou santé mentale et comportement à risque. Comment ça se lit? Si on prend par exemple, on va prendre les hommes ici. On va prendre l'alcool à risque. D'accord? Je vais prendre exactement la note des lectures qui vous est indiquée. Si je regarde l'alcool à risque, et si je regarde la barre foncée, j'espère que vous avez bien pas les couleurs, mais en tout cas la barre foncée, ce sont les hommes, la barre claire, ce sont les femmes. OK? Si je regarde cette barre-là, comment ça se lit? Cette barre est à 53%. Ça signifie que 53% des hommes qui déclarent des troubles mentaux en 2006 ont aussi une consommation à risque d'alcool en 2006. D'accord? Donc, on a une forte corrélation entre troubles de santé mentale et alcool à risque chez les hommes. Cette corrélation est beaucoup moins forte chez les femmes, puisque seuls 17% des femmes qui déclarent des troubles mentaux en 2006 déclarent également des consommations d'alcool à risque. D'accord? Donc, c'est évidemment des simples associations ici. Ce n'est pas corrigé de tout un tas d'autres variables, mais c'est des éléments de statistiques descriptives qui sont assez intéressants, me semble-t-il. Les deux dernières slides que je souhaitais vous présenter aujourd'hui sont liées à l'obésité. Je n'ai pas directement travaillé sur ce sujet, c'est pour ça que c'est un petit peu plus court. Évidemment, des collègues ont travaillé sur cette question-là. Donc là, on est encore sur une question qui est intéressante et qui renvoie aussi à une des questions qui m'avait été posée sur les éléments de discrimination. Parce que là, on est évidemment sur un problème de santé qui est visible, qui renvoie aussi, sans doute, à l'image qu'on renvoie du salarié performant, du salarié en bonne santé, mais aussi peut-être dans l'inconscient sur des éléments de comportement. Autrefois, on associait beaucoup plus facilement un homme qui allait être un petit peu ventripotent à un banquier. Donc, on associait ça à l'argent, à la réussite. On voit qu'aujourd'hui, évidemment, ces images ont sans doute évolué et qu'on a plusieurs travaux qui étudient les conséquences des facteurs de risque, en particulier le surpoids et l'obésité sur les trajectoires professionnelles. Et ces études-là soulignent une spécificité féminine. Donc là, à l'évidence, on a des phénomènes de discrimination et peut-être d'image. L'image d'une personne qui a l'embonpoint est sans doute plus difficile pour une femme que pour un homme, en tout cas dans la représentation que peuvent avoir certains employeurs. En tout cas, c'est ce qui ressort de la littérature.
L'influence négative de l'obésité sur l'employabilité des femmes est bien identifiée dans la littérature internationale également française. Par exemple, le risque de devenir chômeur double chez les femmes obèses à état de santé et autres caractéristiques sociales et d'emploi données par rapport à des femmes qui ne le sont pas. Vous voyez que le risque est évidemment très très important. On a une étude extrêmement fouillée de économistes, économètres, qui explore l'effet causal de l'obésité sur l'emploi et également sur le salaire, à partir de l'enquête santé itinéraire professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été très utilisée parce que finalement, on a peu d'études en France, on le disait hier, sur le plan international, c'est vrai également, on a peu d'études qui nous permettent justement de répondre à tous les enjeux méthodologiques dont je vous parlais en amont et qui nous donnent une information longitudinale avec un suivi des individus dans le temps, de leur état de santé et de leur trajectoire professionnelle. Donc on a peu d'études qui permettent de le faire, de bases de données qui permettent de le faire. C'est pour ça que vous voyez souvent apparaître notamment cette enquête santé itinéraire professionnel, en tout cas en France. Qu'est-ce que montrent ces auteurs? Eh bien, avoir une corpulence plus élevée entraîne une réduction du taux d'emploi pour les femmes, alors que l'augmentation de la corpulence augmente même légèrement le taux d'emploi pour les hommes. Donc, vous voyez que cet élément que je vous donnais un petit peu en plaisantant, mais pas tant que ça, de l'image que véhicule une personne avec une surcharge pondérale, eh bien, est associée peut-être plus facilement à quelque chose de positif que de négatif chez les hommes. De même, il existe un effet causal, toujours d'après les mêmes auteurs, négatif de la corpulence sur le salaire des femmes. Donc on peut avoir, évidemment, les auteurs font très attention parce qu'ils ne sont pas à nouveau, ils ne sont pas capables d'identifier véritablement de la discrimination. Il y a des travaux qui portent sur la discrimination à travers par exemple, du testing, mais là, ce n'est pas ce type de travaux-là que je mentionne ici. Donc, ils avancent des facteurs explicatifs sur l'impact de la pathologie sur la productivité, mais ils mettent quand même en évidence, sans le mesurer explicitement, l'existence de discrimination liée à la corpulence envers les femmes. Voilà, j'ai conscience que le tout est dense et touffu, donc je suis ouvert à d'éventuelles questions, remarques sur cette nouvelle séance que j'espère vous avez trouvée intéressante. Voilà, merci Thomas. Nous avons une toute petite demi-heure pour des échanges, pour autant qu'il y ait des questions. Je n'en vois pas pour le moment dans le fil de la conversation. Attendez, il y a peut-être un truc qui vient d'arriver. Elles ont été... Alors, il y en a une... Il y en a qui arrive maintenant. Oui. Voilà. Le temps de les lire, donc. Hein. Alors, question de Thomas peut-être. Alors, non, peut-être qu'au-dessus, il y en avait d'autres. Juste une. Moi, ce que les gens veulent bien déclarer. Oui, alors j'ai évoqué ce problème de report de la santé. Et on voit qu'il est encore plus délicat pour la santé mentale. Donc il y a vraiment des spécialistes, c'est-à-dire pas des économistes, des psychiatres, des psychologues qui ont tenté de mettre en place les échelles dont je vous parlais et de tester leur validation scientifique par rapport à un diagnostic médical. Donc en croisant des données auto-reportées avec véritablement des diagnostics médicaux. Donc, ils sont assez fiables. Alors, ils le sont de moins en moins avec l'avancée en âge, évidemment. Avec plus on avance en âge, plus on est sur des maladies neurodégénératives et où les individus sont tout simplement dans l'incapacité de répondre à ce type de questionnaire. Hein. Donc, je partage parfaitement votre remarque. Non seulement il y a un problème de biais de report, et puis il y a aussi, quand vous dites ce que les gens veulent bien déclarer, ce qu'ils connaissent également de leur état de santé. Parce qu'il y a aussi des biais de déclaration qui ne sont pas forcément liés à une volonté délibérée de cacher ces informations-là, mais il y a le problème du diagnostic. Et ça renvoie du coup à la deuxième question qui suit de Thomas. Est-ce qu'on est en capacité
d'évaluer un petit peu le lien entre la consultation chez un spécialiste, un psychologue, un psychiatre et la trajectoire. À l'évidence, on a des travaux en cours avec un de mes doctorants sur le lien entre benzodiazépine et arrêt de travail. Donc, c'est des travaux qui sont encore en cours. Hein. Je ne pouvais pas tout présenter aujourd'hui. Je pourrais vous les mettre. On a fait un premier working paper que je pourrais vous adresser, où on a vu la causalité inverse. Donc, je vais peut-être ajouter ça dans le diapo de demain, où on voit que, évidemment, plus la consultation intervient prématurément, plus un diagnostic est posé de manière prématurée, et plus on peut mettre en place un traitement qui permette justement aux individus de s'en sortir le mieux possible sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan de la carrière. Ce qui renvoie en sous-main, et c'est une question qui me semble centrale, à la discussion et au partage d'informations entre le médecin de ville, qui est souvent le gatekeeper, dans certains pays en tout cas, qui est le médecin traitant, et le médecin du travail. Donc là, il y a une question sans doute de partage de données qui me semble très important, notamment quand on souffre de problèmes de santé mentale. Ça renvoie au parcours de soins, à la qualité du suivi, mais à l'évidence, évidemment, on a ces relations-là. Alors, des études qui véritablement font le lien entre consultation auprès d'un psychologue et maintien en emploi, en économie en tout cas, j'en ai pas identifié à ma connaissance. Il y en a peut-être dans d'autres disciplines, hein, sans doute. Évidemment, idéalement, et pour finir avec la remarque de Thomas, mais c'est en lien aussi avec celle qui a été posée avant, idéalement, mais pour toutes ces enquêtes, il faudrait qu'on ait des données, on en a quelques-unes en France, où on a des données déclarées et diagnostiquées. Donc on a des données du ministère du Travail, de l'enquête Summer, mais ce n'est pas du panel, on ne suit pas les individus, où on a des indicateurs de santé qui sont contrôlés après, derrière, par des médecins du travail. Donc là, on a une donnée très fiable, mais malheureusement, ce n'est pas en panel, c'est-à-dire qu'on n'a pas une cohorte. On a des photographies depuis 1994 de notre population en emploi, mais on n'est pas capable de suivre individuellement les gens. Tu veux peut-être prendre la parole? Tu as dû lire Esteban, les questions? Oui, mais donc je vois une question ici, mais qui revient sur apparemment quelqu'un qui a lu ton livre déjà. Mais c'est ce que tu viens de dire sur l'effet quasi positif du surpoids chez les hommes, mais ça c'est juste rappeler ça. Et puis c'est une question qui s'adresse presque plus à un médecin qu'à un économiste. Est-ce qu'on établit des liens entre consommation d'alcool et anxiété? J'ai l'impression que pendant le confinement, on peut établir un lien assez évident, il me semble. Alors, bon, nous, on essaye évidemment, hein, je vous le dis, je le dis toujours de manière extrêmement prudente et j'espère modeste, parce qu'on n'est pas des professionnels de santé. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache à utiliser des indicateurs qui ont été validés par les spécialistes, évidemment. Bon, la question du surpoids, là, effectivement, que j'ai repris dans le topo, là, elle fait référence à une étude française sur une base de données. Donc, il faudrait qu'on puisse étayer véritablement cette hypothèse-là pour voir si elle est robuste, si on la trouve aussi dans un certain nombre d'autres pays, ou si c'est vrai qu'elle est étonnante. Elle est étonnante, donc il y a peut-être aussi des variables omises ou des facteurs de confusion qui nous échappent. Moi, j'ai quand même du mal à totalement croire et adhérer à cette hypothèse, même si effectivement elle est ressortie d'une étude qui, sur le plan méthodologique, est très bonne, hein, mais effectivement, ça suscite l'interrogation, hein, je suis bien d'accord. Sur la consommation d'alcool, alors c'est compliqué d'analyser la consommation d'alcool parce qu'on n'a pas ce gradient social qu'on observe par exemple pour le tabac. C'est-à-dire qu'on a le gradient social, c'est les inégalités sociales de santé classiques qu'on observe entre les moins éduqués et les plus éduqués. Bizarrement, on a des formes d'alcool mondain. Et donc, on observe des choses qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'on observe dans les catégories sociales favorisées des comportements face à l'alcool qui sont similaires à ce qu'on peut observer dans des classes défavorisées. Donc finalement, c'est compliqué de dénouer les choses parce que, à l'évidence, hein, on a des liens entre
entre santé mentale et alcool ou santé mentale et tabac. Mais cette consommation d'alcool, et ça dépend beaucoup aussi de la manière de le définir, hein, dans certaines études, beaucoup d'entre nous vont se trouver en situation d'alcool chronique. En plus, on a des indicateurs qui sont différents selon les hommes et les femmes parce qu'ils renvoient aux masses corporelles pour définir ce qui est chronique et ce qui ne l'est pas. Donc là, il faut aussi regarder dans les études, du coup, si la définition est absolument similaire dans les différentes études. Donc bon, le lien qu'on peut faire entre anxiété et alcool, on le trouve dans la littérature. Il s'est exprimé aussi, je trouve, pendant le confinement, mais également sans doute parce qu'en étant confiné, en étant chez soi, on a peut-être plus facilement accès à sa cave pour ceux qui en ont, que lorsqu'on est à son bureau. Donc vous voyez que les choses sont compliquées quand même à démêler, hein, de manière très robuste, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes causaux, le stress induit par la perte de revenus, le stress induit par la gestion de sa vie privée versus sa vie professionnelle. On a une relation qui est établie hors Covid, hein. Ça on peut l'attester, hein, de toute manière. Je ne vois pas d'autres questions, mais moi j'en aurais bien une à te poser. Voilà, parce qu'il y a une série d'informations que tu donnes. Par exemple, bon, la survenue d'un handicap a des effets plus pénalisants dans le secteur privé que dans le secteur public. Par ailleurs, donc, une maladie, un problème de santé a des effets négatifs sur le taux d'emploi. Moi, ce que je me demande, c'est à quel moment est-ce qu'on prend en compte la qualité de l'emploi? Parce qu'au fond, bien sûr, si on polarise très fort une personne qui a des missions d'intérim, s'il survient un problème de santé, un handicap quelconque, ben on peut penser qu'il n'aura plus de mission d'intérim, va perdre son emploi. Un prof d'UNIF qui serait atteint d'un cancer, on en connaît malheureusement autour de nous, on va s'arranger pour qu'il conserve son emploi autant que possible et pour facilement réintégrer un emploi dont le lien n'a jamais été coupé. Et donc, derrière tout ça, il y a quand même en termes d'évolution historique, l'évolution de la qualité de l'emploi, la montée des emplois plus précaires, tout ça doit quand même avoir une certaine influence sur vos calculs. Oui, alors évidemment, tu as parfaitement raison. Là, on voit bien qu'on est sur des mesures qui peuvent apparaître extrêmement frustres. Parce que derrière le taux d'emploi, bien évidemment, on a des conditions de travail, une qualité de l'emploi qui est extrêmement hétérogène et qu'on ne peut pas se satisfaire, en tout cas quand on essaye de faire des recommandations de politique publique, on ne peut pas se satisfaire simplement de cet outcome. Le taux d'emploi est un indicateur intéressant, mais évidemment qu'on doit pouvoir le pondérer de la qualité. Donc, on va aller sur ces éléments de qualité de vie au travail et de conditions de travail demain. Mais tu as parfaitement raison, là, avec les données dont je dispose là, pour des histoires de taille d'effectifs aussi, de taille d'échantillons, je ne peux malheureusement pas aller plus loin dans la granularité et dans effectivement la qualité, parce qu'il y a des effets sans doute dans le public, qui semble-t-il, parce que là, le message que je donne, c'est bravo, bravo le public. Alors qu'effectivement, autour de nous, évidemment que, comme dans l'ensemble de la population, on a des collègues fonctionnaires qui ont des problèmes de santé et ils ne vont pas forcément sortir du marché du travail. On va s'arranger pour maintenir une activité. On a beaucoup de précarité, évidemment, dans les emplois administratifs. Donc oui, je te suis parfaitement. C'est évidemment des résultats qui doivent être pondérés dans le message, en tout cas adressé, qui doivent être pondérés parce que le bien-être ne se mesure pas uniquement sur la capacité ou non d'être en emploi, certainement, à l'évidence. S'il n'y a pas d'autres questions qui me parviendraient maintenant, moi j'ai encore une petite interrogation à propos d'un des tableaux que tu as, des graphiques que tu as présentés assez rapidement dans l'exposé.
À propos du différentiel de taux d'emploi entre les personnes qui ont un handicap et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que tu te souviens de Oui. ça? C'est quand même une des rares fois où je trouve la France à côté de la Suède. Et je me dis, à quoi est-ce dû? Est-ce que les entreprises françaises seraient tout d'un coup plus accueillantes, un peu peut-être comme on peut l'imaginer en Suède, ou est-ce que c'est dû à des politiques publiques? Parce que bon, je vois bien quand même la Belgique qui n'est pas un pays voisin et qui a des chiffres très différents, plus proches, je pense, de l'Union européenne, bien que oui, enfin dessus. Voilà, c'est une petite interrogation. Il n'y a peut-être pas d'explication. On a des, j'en parlerai, hein, je parlerai de l'efficacité des politiques de l'emploi françaises en matière de promotion et d'insertion des personnes handicapées. Quand on regarde cette comparaison internationale, elle nous semble effectivement positive. Quand on va regarder effectivement les effets des réformes, en tout cas celle de 87, on va voir qu'elle n'est pas si positive que ça. Mais là, on est sur une population franco-française. Ce qui est vrai cependant, c'est que en France et ce depuis de nombreuses décennies, il y a quand même des efforts qui sont faits pour promouvoir les personnes handicapées sur le marché du travail. Mais les taux d'emploi enfin le taux de chômage, le taux de chômage, ouais, si on regarde le taux de chômage des personnes handicapées en France est le double des personnes non handicapées. Donc là, c'est pas ça qu'on regarde ici, puisque là, c'est des différences de taux d'emploi. Mais si j'avais regardé le taux de chômage, si j'avais regardé les mêmes indicateurs pour Eurostat, on n'aurait sans doute pas, après ça dépend des performances des autres pays, hein, évidemment, on n'aurait peut-être pas ce classement qui effectivement semble indiquer que la France est plutôt en bonne voie. J'aurais un regard beaucoup plus nuancé sur cette question. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui vient d'arriver de Anonymous. Vas-y Muriel alors. Alors, vous parlez d'une corrélation entre comportement à risque lié à l'alcool et trouble mental. Pourquoi ne pas dire que ce comportement est un trouble mental? Alors la question, c'est pourquoi ne pas dire que consommer trop d'alcool est un trouble mental, c'est ça? Vraisemblablement. C'est ça? Alors là, ma définition des troubles mentaux communs renvoie vraiment, une fois encore, hein, à la définition telle que les spécialistes définissent ce qu'est un trouble mental. Après, est-ce que votre question, c'est pas justement du fait de cette très forte corrélation, est-ce que finalement on n'est pas sur le même phénomène? Le fait de consommer trop d'alcool est sans doute lié à des problèmes de santé mentale, mais pas exclusivement. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Et si on a des spécialistes de psychiatrie ou de psychologie ou d'addictologie dans la salle, je ne pense pas qu'on puisse adopter votre proposition de définition. Voilà, je crois qu'on n'a plus. Ah si, il y en a encore une autre. Pardon, il y en a une autre qui vient d'arriver. Donc voilà. Alors, excellente question. Dans l'étude que je vous ai présentée, donc la question, si tout le monde la voit bien, c'est concernant les handicaps, parle-t-on seulement des cas survenus ou tenons-nous compte aussi des handicaps de naissance? Alors, dans l'enquête, enfin dans l'étude que je vous ai présentée, on ne s'intéresse effectivement qu'aux handicaps survenant à l'âge adulte. On n'avait pas assez de monde avec un handicap de naissance, mais à l'évidence, hein, des personnes qui ont développé un handicap de naissance ont à l'évidence développé des ressources personnelles, des adaptations, des mécanismes d'adaptation qui leur ont permis d'accéder au marché du travail. Donc je pense que le différentiel entre les handicaps de naissance et les personnes qui ne sont pas handicapées est moins fort que le différentiel entre les personnes qui, à l'âge adulte, dans leur trajectoire professionnelle, voient survenir un handicap notamment permanent par rapport à ceux qui n'en voient pas. Voilà encore une nouvelle question. Alors, est-ce que les aménagements de fin de carrière mis en place pour les personnes handicapées concourent-ils réellement à la sauvegarde de leur santé? C'est une bonne question, hein, à nouveau. Non, les aménagements de fin de carrière, déjà, ils arrivent trop tardivement.
Je trouve que les dispositifs qui sont mis en place, qui sont importants, hein, certains sont trop généraux, sont pas ciblés et la plupart du temps interviennent trop tardivement. Ce que j'essaie de dire aussi par rapport aux éléments de la littérature, c'est que lorsque se noue une relation négative entre santé et trajectoire professionnelle, finalement, ça survient très tôt dans la trajectoire. On le verra notamment demain, on atteint des niveaux de conditions de travail éprouvantes très tôt dans les carrières. C'est-à-dire que les personnes qui sont confrontées aux conditions de travail les plus pénibles le sont dès le début de la carrière, dès les premières années. Donc c'est évidemment dès le début de la carrière professionnelle qu'on doit réfléchir à préserver la santé au travail, évidemment en sensibilisant les individus eux-mêmes aux bonnes pratiques par rapport au maintien de leur santé, mais également en indiquant, enfin en faisant comprendre aux entreprises que le capital santé, c'est véritablement un enjeu économique pour eux. C'est évidemment plus compliqué de le faire aujourd'hui qu'hier parce qu'on a beaucoup de mobilité et qu'on est moins fidèle dans les entreprises. Et donc, du coup, les entreprises peuvent un petit peu rechigner à investir sur la santé de leurs salariés. Mais moi, je passe mon temps à dire aussi aux entreprises qu'ils ont tout intérêt à préserver la santé de leurs salariés et le faire très tôt. Je sais qu'il y a aussi des kinés qui nous écoutent. Quand on intervient trop tardivement, les individus ont pris des mauvaises postures, ont pris des mauvaises habitudes. Et il est très important que des ergonomes, que des kinés puissent intervenir en entreprise, mais très tôt, pas après 50 ans, plus tôt. Donc bien sûr, ces aménagements de fin de carrière sont utiles lorsqu'ils sont ciblés, mais ils sont insuffisants parce que malheureusement, eh bien, les problèmes de santé se sont installés souvent depuis longtemps et c'est compliqué évidemment d'essayer de sauvegarder un état de santé si on s'y attaque trop tardivement. Voilà, ben on arrive tout doucement à la fin de cette séance, hein. Voilà, s'il n'y a pas de nouvelles questions, moi je propose qu'on en reste là aujourd'hui, en remerciant de nouveau Thomas Barnet pour son exposé qui était riche d'enseignements et bien documenté, c'est le moins qu'on puisse dire. On a encore un petit moment pour ingurgiter toutes les informations qui sont dans ces graphiques. Vous serez interrogé demain en début de séance. Bonne nuit. Oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je n'avais pas pensé en faire ce genre de choses. Mais on va perdre de l'assistance peut-être. Mais voilà, donc si ça vous va, ben, je propose qu'on se retrouve demain. Je suis en train, il y a encore des messages qui circulent. Voilà, je propose qu'on se retrouve demain à la même heure. Vous avez un lien pour accéder au cours de ce mercredi, 18 h. Et bon, oui, pardon, j'ai oublié les ergothérapeutes. Hein, pardon, Anonymous, numéro je ne sais combien. Merci à vous, merci de votre réactivité. C'est très compliqué de faire un cours devant un écran sans voir vos visages. Donc merci de votre interactivité. N'hésitez pas à mettre des petits mots comme ça dans les séances qui viennent. Moi, j'aime beaucoup en plus interagir avec mes étudiants, donc c'est très très frustrant. Donc voilà, n'hésitez pas à poursuivre comme ça nos échanges, qu'on puisse aussi avoir par le biais de votre professeur, Monsieur Martinez, et des échanges un petit peu plus vivants. Ça donne un petit peu de vivant. J'ai conscience aussi que c'est dur pour vous de l'autre côté d'écouter des propos aussi denses sur 1 heure ou 1 heure et demie. Donc merci en tout cas de votre présence. D'accord, on va peut-être développer un petit problème de santé au travail. Hein. Oui. Mais bon, voilà. J'espère vous apporter plus de bénéfices que de désavantages sur votre santé. On aurait dû faire remplir hier un questionnaire pour avoir une idée de la santé de l'auditoire et qu'on repose la même question 4 jours plus tard. Enfin, pour ceux qui seront restés 4 jours, évidemment. D'accord, mais je pense que la plupart vont rester 4 jours. Donc, merci à tout le monde, merci à Thomas, merci à tous ceux qui ont assisté à ce cours. Et on se retrouve demain sur un autre thème, l'autre face du problème, je dirais. Hein, si je comprends bien, l'influence des inégalités sociales au travail en termes de statut d'emploi sur la santé. Voilà, mais j'espère ne pas trop me tromper, ça doit tourner autour de ça. Bien,
Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. À bientôt. Bonne soirée à tous.